Bonjour Ginette de Mata, merci d'avoir être disponible et d'avoir répondu présente pour ce témoignage vidéo à l'occasion de la première édition de cette rencontre sur les femmes engagées, donc au titre de votre parcours, vos responsabilités diplomatiques, y compris au niveau onusien. À l'occasion effectivement de ces partenariats nombreux organisés par la ville de Bordeaux et de votre responsabilité également en tant qu'administratrice et déléguée pour la région Nouvelle-Aquitaine de l'Association française pour les Nations Unies. Oui, bien merci. D'abord, je remercie effectivement le barreau de Bordeaux, d'avoir, pensé à solliciter mon témoignage pour cette première opération. Je remercie également la mairie de Bordeaux, qui nous accueille et les ONG qui sont présentes et qui ont participé aux tables rondes qui précèdent donc, mon intervention. Malheureusement, je ne peux pas être, physiquement présente, mais je suis très heureuse, de pouvoir être avec vous. Alors très simplement, moi je suis quand même une Nouvelle-Aquitaine, puisque je suis née en Dordogne et qu'actuellement, depuis ma retraite que j'ai prise en 2018, j'y vis, à temps partiel, disons entre essentiellement donc, Paris et la Dordogne. Alors, rien finalement, ne me prédestinait à passer, d'un village de 1000 habitants, aux Nations Unies à New York et au Quai d'Orsay de toute façon. J'ai donc eu un parcours un peu atypique. Étant née en 1952, c'était pas toujours évident et je pense que dans nos campagnes, eh bien, on ne pensait pas beaucoup à dire aux filles que d'autres perspectives d'emploi pouvaient s'ouvrir, que soit rester dans le milieu familial, quand on était dans une famille d'agriculteurs, par exemple, ou alors le plus formidable qu'on pouvait nous proposer, ce qui était d'ailleurs très bien, hein, c'était un métier d'enseignant. Et on nous disait, bah, comme ça au moins tu pourras entre deux t'occuper des enfants. C'était quand même plutôt ce qui se passait à mon époque lorsque j'étais jeune. Mais ce je trouve formidable, c'est que des perspectives se sont offertes parce que des personnes qui étaient en charge finalement des affaires de l'État, à un moment donné, ont pensé qu'il fallait ouvrir les perspectives. Et donc, j'ai fait partie de ces personnes qui ont pu accéder à l'ascenseur social et j'en suis vraiment très contente. Je trouve normal aujourd'hui, par un engagement dans une vie associative auprès d'une association qui est reconnue d'utilité publique, hein, l'Association française pour les Nations Unies, eh bien de rendre un petit peu ce que la République m'a donné. Voilà, mon parcours professionnel a été en deux temps. J'ai d'abord été journaliste de presse écrite, bah, notamment à Bordeaux d'ailleurs, et j'ai ensuite intégré l'École nationale d'administration par la troisième voie qui a été ouverte par Michel Rocard, qui était Premier ministre à l'époque, donc c'était en 92. Et il a pensé qu'il fallait ouvrir cette école aux gens qui venaient du public, plus exactement, enfin, du secteur privé, mais qui voulaient s'ouvrir justement à la fonction publique. Il pensait que ça pouvait apporter un plus dans ces administrations. Et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Alors peut-être une question sur votre parcours précisément, sur lequel vous venez de revenir. Quelle conclusion en tirez-vous en ce qui pouvez-vous en faire en ce qui concerne notamment l'égalité homme-femme et plus particulièrement ce que l'on a coutume d'appeler à juste titre le plafond de verre. Ce plafond de verre existe-t-il encore?
Alors, très franchement, oui, le plafond de verre existe encore et ce serait vraiment être aveugle que de nier son existence. Alors simplement, je pense qu'il s'est un peu plus élevé ce plafond parce que malgré tout, les femmes ont pu accéder à des fonds. Je vais parler là surtout du ministère des Affaires étrangères, puisque j'y ai quand même fait la dernière partie de ma carrière pendant près de 30 ans. Et donc, lorsque alors, juste une petite histoire. La première femme à intégrer le corps diplomatique, c'était en 1930. Bien. Quand elle a passé un concours qui s'appelait pas à l'époque concours des affaires étrangères, mais peu importe, on lui a dit, bon, maintenant que vous avez passé le concours, il va falloir vous faire admettre, c'est-à-dire se faire reconnaître. Et ça n'était pas chose facile à l'époque, il faut bien le reconnaître, il n'y avait pas de droit de vote pour les femmes, elle n'avait évidemment pas fait son service militaire, donc tout ceci faisait qu'on trouvait que vraiment c'était un peu scandaleux d'admettre une femme dans le sein des saints de la diplomatie française. Il a quand même fallu attendre 1972 pour qu'il y ait la nomination d'une première ambassadrice au Panama. Et ensuite, disons qu'il s'est passé encore une dizaine d'années avant qu'on atteigne le chiffre pharaonique de 3 femmes ambassadrices. Et ensuite, petit à petit, on a progressé. Aujourd'hui, il y a à peu près une cinquantaine de postes diplomatiques qui sont tenus par des femmes sur 173 ambassades bilatérales, plus auxquelles il faut ajouter les organisations internationales, les postes auprès des organisations internationales. Donc, on a progressé, mais disons que ça ne va pas quand même très, très vite. Alors, il y a des postes très importants qui ont enfin été donnés à des femmes. Bon, on nommera par exemple Londres, poste diplomatique extrêmement important, où pour la deuxième fois, on a eu une femme qui a été nommée et une qui est encore en poste. On a eu une femme ambassadrice en Russie, mais actuellement c'est un homme. On a eu une femme ambassadrice en Chine, actuellement c'est un homme. Et Russie et Chine, c'était la même personne, la même femme. Donc, vous voyez, on n'a pas non plus tellement progressé. On n'a toujours pas de femme ambassadrice à Washington, le plus grand poste diplomatique. On n'a pas non plus de responsable de la mission de la France, c'est-à-dire l'équivalent d'une ambassade, hein, de la mission de la France auprès des Nations Unies. On attend toujours la nomination d'une femme. Ça n'enlève rien à la qualité, bien sûr, des hommes qui occupent le terrain. Mais c'est pour vous dire que le plafond de verre est toujours là, malgré tout, même s'il y a un engagement de la part de nos autorités de rétablir de plus en plus une égalité homme-femme dans les fonctions, dans les rémunérations, dans la reconnaissance finalement des qualités des femmes diplomates au même rang que les hommes diplomates. Mais je vais juste, et on passera ensuite à autre chose, mais une petite illustration quand même. Moi, quand j'ai été nommée ambassadrice, la première des choses pratiquement que ces messieurs me disaient, c'est « Mais alors, on dit ambassadeur ou ambassadrice ?» Parce que normalement, l'ambassadrice, c'est la femme de l'ambassadeur. Et alors je disais « Mais alors, quand une femme est ambassadrice, vous appelez son mari monsieur l'ambassadeur ?» Bah, évidemment, non. Donc, vous voyez, il y a toutes ces subtilités de langage, ces petits détails de la vie quotidienne qui font que, bon, voilà, on n'en est pas encore à une égalité totale. Mais c'est pas grave, on progresse, il faut être optimiste. C'est un peu ce que je dis aux étudiants quand j'interviens devant eux, c'est sinusoïdal. Bon, alors donc on monte, on descend, mais toujours quand même en grimpant un petit peu plus haut. Donc je pense que l'égalité, un jour ou l'autre, on y arrivera parce que c'est désormais ancré dans les esprits, au moins dans notre monde occidental. Hein, il faut bien préciser quand même que ce n'est pas le cas partout, loin de là. Alors, vous avez fait le choix de vous engager au sein de l'Association française pour les Nations Unies, l'AFNU.
Vous y êtes aujourd'hui plus particulièrement la responsable sur la région Nouvelle-Aquitaine. Précisément, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, que vous avez bien connue, à New York également, est-elle aujourd'hui, à vos yeux, à même de soutenir d'abord et de promouvoir ensuite la cause des femmes? Alors, je dirais que là, la réponse est oui, très clairement. Pourquoi? D'abord parce que l'ONU est la seule organisation internationale où se rassemblent tous les pays de la Terre, tous les États membres. Il y a 193 États membres des Nations Unies, plus 2 observateurs, mais qui sont là pratiquement tout le temps. Donc, on peut considérer que tous les pays de la Terre sont là. Donc, c'est le lieu où on se rencontre, où on débat, on négocie et on avance non seulement des idées, mais également on fait avancer le droit. Et ça, c'est très important parce que s'il n'y avait pas une organisation internationale qui fédère tout le monde, eh bien, chacun ferait des petits trucs dans son coin. Ce serait déjà très bien, sans doute, sur le plan d'un pays ou sur le plan d'une région, mais on n'aurait pas cette vue d'ensemble, on n'aurait pas ce souci de faire avancer d'un même pas, même si parfois c'est un pas qui est un peu lent, qu'on juge trop lent, mais d'avancer ensemble. Donc c'est le seul endroit où on peut faire ça. Je raconte toujours cette anecdote parce que quand j'étais à New York, c'était vraiment un moment que je trouvais à la fois très symbolique et très émouvant. Il y a un grand couloir qui mène à la grande salle, une espèce de grande cathédrale qui est donc là où se réunit l'Assemblée générale des Nations unies. Et tous les ans, à l'ouverture de l'Assemblée générale, on met tous les drapeaux de tous les États membres dans ce couloir. Et là, vous avez vraiment l'impression d'avancer dans un univers qui se côtoie. Et donc, se côtoyer, c'est se parler, c'est faire avancer les choses. S'il n'y avait pas eu en 1995 à Pékin la première réunion qui vraiment fasse avancer le droit pour les femmes. Ensuite, on a créé donc une commission spécifique à l'ONU. Alors, bon, on dit toujours le CEDAW à tel point que Jérémy, il faut m'aider, je n'arrive plus à trouver la traduction française donc, de cette commission pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Et donc, si vous voulez, là aussi, on a quand même réussi à avoir un lieu où on peut débattre, faire avancer les choses, faire avancer le droit et aussi, quelque part, montrer qu'il y a des endroits où ça se passe très mal et que l'ONU peut intervenir à ce moment-là, peut intervenir de diverses façons, à travers les différentes agences de l'ONU, à travers aussi les missions de maintien de la paix, parce qu'il y a une composante femmes et paix qui est extrêmement importante, qui est abordée tous les ans au Conseil de sécurité. Alors, ça peut paraître comme ça redondant et puis on dit mais ça ronronne, il se passe rien. C'est totalement faux de penser ça. C'est tout simplement que à chaque fois on remet le sujet sur la table et à chaque fois il y a des propositions nouvelles qui sont portées et qui permettent d'avancer concrètement sur le terrain, sur la question de l'éducation par exemple, de l'éducation des petites filles. C'est quelque chose qui est, c'est un critère essentiel. Si on n'apprend pas à lire, à écrire, à s'exprimer, eh bien, on est déjà en infériorité par rapport aux garçons qui, eux, bénéficient d'une éducation. Donc, porter ces sujets-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Nelson Mandela disait l'arme la plus importante que je connaisse, c'est l'éducation. Et c'est vrai, c'est une arme de paix, si l'on peut dire, qui est essentielle. Donc pour moi, oui, je crois que s'engager dans l'Association française pour les Nations Unies, eh bien, ça fait partie de ce travail. Bon, notre arme principale à nous, c'est la parole, c'est organiser des séminaires, c'est participer à cette soirée, comme ce soir
encore à Bordeaux. Mais c'est très important parce que de ces paroles, il y a aussi derrière des actes très concrets, par exemple aussi pour protéger les femmes dans les conflits armés. Hein, je veux dire, ce sont des armes de guerre, malheureusement, les femmes. Hein, le viol en temps de guerre, c'est quelque chose qui a existé de tout temps et à jamais, hein, depuis les Grecs et même avant. Mais là, je crois qu'il y a une prise de conscience et le fait qu'on en parle et on essaye de mettre en place des moyens d'empêcher, de punir surtout des actes comme ceux-là, je trouve que c'est très important. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut porter. Il ne faut pas se décourager parce que c'est pas simple. On n'y arrive pas toujours. Mais justement, je pense qu'il faut de la ténacité et de la persévérance. Alors, ténacité, persévérance, 2 mots très importants pour, aujourd'hui faire face effectivement aux crises. Et précisément, j'aurais envie de vous demander si votre vie professionnelle, faite d'une richesse de terrain, de missions, prenons par exemple, après votre fonction à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay, vous avez été ambassadrice en Jamaïque et auprès des Mm. Bahamas. Est-ce que ce sont des terrains, des missions qui vous ont permis de mieux comprendre, par exemple, la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles? Aujourd'hui, je sais aussi que vous occupez en matière de droit d'asile, fonction de juge assesseur nommé par le Conseil d'État. Est-ce que cette fonction actuelle vous amène aussi à enrichir vos expériences passées? Oui, tout à fait. Alors, la Jamaïque, évidemment, pour beaucoup de monde, hein, c'est le tourisme, c'est les Rastas, c'est les Caraïbes, le soleil, la mer, voilà. Mais derrière tout cela, c'est un pays qui n'est pas toujours très chaleureux pour les femmes. Voilà. Vous avez, alors on avait découvert ça justement à l'époque avec mon collègue qui représentait les Nations Unies à Kingston. En fait, si vous voulez, dans certains quartiers de la ville, lorsque les petites filles atteignaient l'âge de 11 ans, 12 ans, disons qu'elles devenaient des femmes, à ce moment-là, elles disparaissaient, beaucoup disparaissaient. Et la question se posait, on n'a jamais eu la réponse complète, hein, je vous le dis tout de suite, mais la question se posait, est-ce que ces enfants, ces jeunes filles, disparaissaient parce qu'elles faisaient l'objet d'un trafic? Et certainement la réponse était en partie oui, mais aussi elles pouvaient disparaître parce que les familles, pour éviter justement qu'elles ne tombent dans les griffes de la prostitution et de la traite des êtres humains, les familles les mettaient à l'écart pendant quelque temps. Quitte après d'ailleurs à organiser entre guillemets leur mariage dont elles ne souhaitaient peut-être pas que ce soit avec la personne qu'on avait choisie pour elles. Donc vous voyez, même sous le soleil des Caraïbes, un endroit où se bousculent tous les navires de croisière, ou en bordure nord notamment de l'île, vous avez les plages de sable idylliques, les grands hôtels, etc. Eh bien, à ces mêmes endroits, si vous voulez, vous avez du trafic d'êtres humains dont les filles et les jeunes femmes sont certainement les victimes. Vous avez encore, hein, parmi justement dans ces grands ensembles qui accueillent les touristes, il y a des endroits où on vous propose une soirée avec ce qu'on appelle les lap dance. Bon, voilà. En réalité, si vous voulez, c'est une forme de prostitution à peine déguisée. Voilà, c'est comme ça. Donc, très concrètement, on avait la quasi-certitude, si vous voulez, que ces choses-là existaient et malheureusement, je pense, existent encore sous le soleil des Caraïbes. Par ailleurs,
C'est vrai, enfin, on évoque, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail de ce qui se passe dans les audiences, bien sûr, hein, puisque ça doit rester du domaine secret. Mais d'ailleurs, enfin, secret, mais si vous voulez aller à une audience de la Cour nationale du droit d'asile, c'est ouvert au public, hein, on peut y aller. Voilà, mais certaines audiences sont donc à huis clos parce que souvent les personnes le demandent. Et souvent d'ailleurs, on y rencontre là des cas de femmes qui sont terribles. Prenez par exemple les jeunes Nigérianes. Bon, les jeunes Nigérianes, il y a un circuit très clair qui existe, qui les amène du Nigeria en Europe, en général via la Libye. Parce que bon, là, en Libye, si vous voulez ce qui se passe, on leur dit, bon, on repère la fille qui est un peu fragile parce qu'elle est orpheline ou ses parents ne s'occupent pas d'elle, elle est confiée à une tante, etc. Donc on lui dit, ah, que ça serait bien si tu allais en Europe, tu verrais, tu peux travailler dans les grands hôtels, tu peux être coiffeuse, tu peux faire des choses qui te rapporteront de l'argent, que tu enverras à ta famille et ce sera un épanouissement pour toi. Donc évidemment, c'est séduisant quand vous êtes dans la misère, comment résister? Donc à ce moment-là, on organise ce qu'on appelle une cérémonie du juju. Alors le juju, hein, c'est lancer un sort, hein, tout simplement. Le juju, c'est un sort qu'on lance. Donc on, on prélève des poils sur les parties intimes de la personne en question. On les met dans un petit sac ou dans une petite boîte et on lui dit voilà, maintenant on détient quelque chose de toi et si jamais tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire dans tout ton parcours d'exil et ensuite lorsque tu seras arrivé en Europe, eh bien on tient cette boîte et ça retombera, et le sort, le mauvais sort, retombera sur ta famille. Malheureusement, la crédulité fait que ça marche. Donc elles partent, on les fait passer par la Libye, et comme je disais, parce que là, eh bien, elles sont bien cassées, hein, on leur apprend entre guillemets le métier. Et ensuite, on les met dans les embarcations de fortune bien connues. Elles traversent la Méditerranée, elles arrivent en Italie, et là, elles commencent à exercer la profession pour laquelle on les a formées, qui n'est pas du tout de travailler dans un grand hôtel ou de faire de la coiffure, hein, mais c'est de la prostitution. Et on leur dit, voilà, comme on t'a emmené jusque-là et que le voyage a coûté très cher, bien sûr, eh bien, tu nous dois 35 000, 40 000, 60 000 euros, des sommes qui sont évidemment fabuleuses à réunir, hein. Donc, elles se prostituent. D'Italie, on les fait passer en Allemagne, on les fait passer en France. Enfin bon, voilà, comme ça, elles arrivent comme des femmes qui sont complètement à la merci de ces réseaux. Vous avez ces cas-là, vous avez le cas des mariages forcés. Il y a dans certaines parties d'Afrique, notamment, les mariages forcés, il y a un taux de prévalence énorme. Bon, on décide à 12-15 ans, on dit à la jeune femme, parfois plus tard aussi, on lui dit, bon, écoute, tu vas épouser l'ami de ton père qui est à la tête d'une grosse société d'import-export, donc il fera vivre toute la famille, et puis voilà, tu n'as pas ton mot à dire, tu te maries. Alors quand elles arrivent à y échapper, c'est bien, mais souvent, ben voilà, elles sont enchaînées à vie, et elles se retrouvent souvent la deuxième, la troisième, voire la quatrième épouse, donc avec donc les co-épouses qui sont arrivées avant et qui elles les prennent un peu pour Cosette, hein, voilà, c'est la servante qui en fait faire les tâches ménagères. Ce sont des cas très fréquents, les mariages forcés. Et enfin, le plus terrible, le plus triste, le plus affreux, c'est les cas d'excision, parce qu'il y a des régions du monde, effectivement, où l'excision a un taux de prévalence extrêmement important. Je pense à la Guinée, mais il n'y a pas que la Guinée, il y a d'autres pays, hein, où c'est le cas. Et où à ce moment-là, bon, je ne vais pas vous décrire ce que c'est, je pense que dans la salle, beaucoup de personnes savent ce qu'est l'excision et certainement ont eu à agir pour éviter que des petites filles subissent ces sorts. Donc vous voyez que malheureusement,
malheureusement, il y a encore beaucoup à faire. Je vous évoque pas le cas des femmes afghanes parce que bon, hélas, tout le monde le connaît. Je dirais, quand j'évoquais tout à l'heure l'éducation comme un moyen primordial, elles n'ont même plus le droit à la parole. Elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit à la parole. Donc l'éducation n'existe plus pour elles, si ce n'est clandestinement, parce que là aussi, il y a quand même des femmes qui relèvent la tête, qui se disent on va résister, on va s'organiser. Il y a une association des Afghanes de France, par exemple, qui œuvre pour soutenir les compatriotes qui sont restés prisonnières au pays. Prisonnières, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez, donc ce sont des cas, vous ne pouvez pas rester indifférent. Ça n'est pas possible. Alors, à la Cour nationale du droit d'asile, on doit aussi peser, évidemment, si ce qu'on nous dit est vrai, si ce qu'on nous dit entre dans les cases, malheureusement, disons-le comme ça, soit de la Convention de Genève sur le droit d'asile, soit de la protection subsidiaire accordée dans le cadre de l'Union européenne. Mais en tout état de cause, même si les femmes qu'on a devant nous ne cochent pas les cases, je pense qu'on a affaire dans 98% des cas, à des femmes qui ont traversé des parcours d'exil extrêmement durs et elles en sortent, alors souvent évidemment très abattues, mais aussi pour beaucoup renforcées parce qu'elles ont tellement appris à se battre qu'on sent qu'il y a en elles une vitalité, une résilience, comme on dit, qui va leur permettre de s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est un point très fort et ça incite effectivement à les appuyer, à participer à des associations, à des actions qui permettent de soutenir ces femmes en difficulté. Alors, en ce 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, peut-être souhaiteriez-vous dire quelques mots de conclusion en terminant sur une note d'espoir pour les personnes qui nous écoutent, qui vous écoutent et voient dans cette vidéo à Bordeaux. Oui, bah, écoutez, je crois que de toute façon, s'engager, c'est quand même avoir au fond de soi-même une bonne dose d'optimisme et d'optimisme parce que on croit en l'humanité, on croit en la possibilité de progresser. Alors, ça paraît, bon, il faut pas être nunuche, hein, on n'est pas au pays des bisounours, on sait très bien que tout va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique parce qu'on le veut. Mais justement, je crois qu'il y a énormément de choses qui se passent sur le terrain. On a dans cette soirée des hommes et des femmes qui sont tout à fait engagés dans des actions concrètes. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois à la parole qu'on développe parce que notre association, l'Association française pour les Nations Unies, mène des actions de plaidoyer. Donc, c'est la parole qu'on porte qui permet d'encourager et d'avancer. Mais il y a aussi tellement de vitalité, d'action sur le terrain que je ne peux pas croire, en dépit de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en dépit du fait que la plus grande des démocraties au monde est actuellement sur le fil du rasoir, malgré les guerres qui sont à nos portes, je pense que l'important, c'est quand même d'y croire, mais pas seulement comme ça dans son coin, mais de s'investir, de s'engager et de se dire que c'est des petits pas, c'est des petits cailloux qu'on dépose, mais on arrivera un jour, si c'est pas nous, c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui arriveront à construire un monde meilleur. Eh bien, je vous remercie, Ginette de Mata, pour ces notes d'espoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir.